Allô Marc-Pierre! Allô! Bienvenue! Merci! T'es de retour. T'es Ouais. la première invitée qui est là pour la deuxième Ah fois. ouais? Oui, puis je trouve que ça se porte bien au podcast parce qu'en fait, toi aussi, t'es de retour réellement à Montréal parce que t'as été partie pendant 6 mois en randonnée aux États-Unis. Ouais. T'es illustratrice graphiste, mais aussi fan de plein air. Ouais. Et au premier podcast, tu nous as parlé de ton rêve de marcher pendant 6 mois sur la PCT. Et là, je t'avais lancé l'invitation qu'à ton retour, il faudrait entendre ton expérience. Ouais. Parce que là, on avait parlé de ta préparation, de ce que tu voulais surmonter comme défi. Mais là, tu l'as vécu. Ouais. Et tu commences à prendre du recul sur l'expérience et à réaliser des choses. Et aujourd'hui, on va parler de ça. C'était quoi l'expérience et aussi qu'est-ce qui se passe après quand on revient à Montréal après une expérience comme ça. Donc, pour ceux qui n'ont pas nécessairement écouté le premier épisode encore, on les encourage à le faire. Mais on va quand même faire un petit récap de qu'est-ce que la PCT. Ouais. La PCT, c'est la Pacific Crest Trail, puis ça commence à la frontière du Mexique, en Californie. Ça traverse la côte ouest des États-Unis au complet. En fait, je dis la côte ouest, mais c'est pas sur la côte, c'est vraiment sur la crête des montagnes. Okay. On voit jamais l'océan ou quoi que ce soit. C'est vraiment, ça traverse les États-Unis dans les montagnes. Puis ça s'en va jusqu'à la frontière du Canada, dans l'État de Washington. Ça représente 4200 km. Fait que c'est un projet entre 4 et 6 mois de marche, tout dépendant de ta vitesse. La vitesse. Puis il y a des gens qui le font pour l'aspect athlétique. Oui, oui. Qui veulent atteindre des chiffres, battre des records. Mettons, la personne qui est maniaque le ferait en... le record le plus rapide, je suis pas certaine c'est quoi, mais il y a des gens qui le font en 100 jours, là, 3 mois. OK. Mais il faut c'est vraiment ça, c'est ça ton gaule, objectif. Là. Ouais. Initialement, ton but que tu t'étais fixé, c'était combien de temps? J'avais pas vraiment de limite de temps. C'était 6 mois. Parce qu'à un moment donné, il faut que tu arrives avant que la neige tombe. Fait que globalement, tu t'étais mis ça. Ouais. Puis je m'étais dit fin septembre, début octobre, j'allais avoir terminé. Puis j'ai terminé le 2 octobre. Fait que t'es rentré dans tes attentes. Ouais. Puis initialement, qu'est-ce qui t'avait attiré de cette expérience-là? Je voulais vivre dans le bois. Je voulais rencontrer toutes sortes de personnes. Puis je voulais aussi me prouver à moi-même que je suis capable de faire quelque chose de difficile. Mais c'est pas nécessairement rationnel qu'est-ce qui m'a attiré à ce projet-là. C'est comme quand j'en ai entendu parler, j'ai vraiment senti une connexion à ce projet-là. Puis à partir de ce moment-là, je suis devenue obsédée avec la PCT. Fait que c'est pas vraiment un choix tant que ça m'est tombé dessus. Puis j'y pensais à tous les jours sans vraiment le contrôler. Fait que j'ai pas eu le choix vraiment de me lancer. Sinon, je serais virée folle. Mais y a-t-il un moment où tu te demandais si t'allais le faire vraiment ou... Ben oui, je me disais, ça n'a pas d'allure. Moi, je suis pas une athlète. Je suis plus artistique. Tu sais, j'ai jamais vraiment été sportive. Je serais jamais capable de faire ça. Ça n'a aucun sens. Puis là, après ça s'est transféré à la phase je le ferai quand quelqu'un va mourir ou quand mon chum va me laisser. Tu sais, je le ferai quand j'aurai quelque chose de gros qui va me pousser à tout quitter. Puis éventuellement, j'ai fait comme, OK, ben c'est cette année que ça se passe. OK. Ça a vraiment été une évolution. Puis t'as choisi de canceller des engagements ou de pas prendre d'engagement pour être sûr. Je pense que souvent dans beaucoup de projets, comme tu dis, on essaie que la vie s'aligne pour que tout s'aligne pour qu'on puisse le faire ou qu'on n'ait rien à notre agenda. Mais si on dit jamais non aux choses, notre agenda va se remplir puis ce qu'on aime vraiment va peut-être prendre le bord, tu sais. Ben oui, on dirait qu'il a fallu que tu mettes ton pied et tu fasses « OK, non, je pars cette année, je vais te dire non, plein d'affaires vraiment nice. » Parce que tu avais d'autres projets vraiment cool. Ben oui, j'avais d'autres opportunités. J'ai pris l'engagement de le faire puis à partir de ce moment-là, tu mets les choses en œuvre pour que ça fonctionne. Parce que si t'attends d'être prêt puis d'avoir rien de prévu pendant 6 mois, ça n'arrivera jamais. Non. Puis je me rappelle, dans une première discussion, les défis que tu anticipais, c'était... J'ai l'impression que c'était surmonter tes peurs puis, tu sais, avoir le courage de faire ce que tu as envie de faire. J'ai l'impression que c'était un peu ça l'état de la discussion. Dans le sens que, on en a parlé quand on s'est revus de ton retour à Montréal pendant un brunch,
t'es pas allé là parce que ta vie était en miettes, puis là, tu t'es dit, il faut absolument que je me remette en place. T'es parti là où t'avais une vie harmonieuse, exactement. Ouais. Puis t'es arrivé sur la job, puis je pense que tu te sentais bien dans ta peau, t'aimes ce que tu fais, t'aimes ta job, t'es dans une belle place dans ta vie, mais c'était vraiment te donner un défi physique aussi, là, de dire, est-ce que je vais être capable de faire tout ça? Fait que tu te préparais mentalement pour ça. Ouais. Une fois que tu étais sur la PCT, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu t'es préparé quand même pendant plusieurs mois? Fait que tu as construit une image un peu de ce que c'était par les témoignages d'autres personnes. Quand tu as mis le pied toi-même sur la piste, est-ce que c'était comme tu t'imaginais? Oui, je pense que j'avais vraiment fait une bonne préparation mentale. Tu sais, je m'étais préparée à souffrir, entre guillemets, dans le sens que je m'étais dit, ça va être la chose la plus difficile que tu as faite de ta vie. Faut que tu te mettes dans cet état d'esprit-là. Okay. Fait que j'avais fait des cours de spinning, par exemple. Des cours de spinning, c'est... Pour ceux qui en ont déjà fait, là, c'est vraiment difficile, mais pour moi, je le faisais pour améliorer mon cardio, oui, mais pour me mettre dans un état d'esprit où c'est correct de faire quelque chose de difficile, d'être à l'aise avec l'inconfort du corps. Ben, pas juste du corps, là, de la tête aussi. De me mettre dans un état où je suis à l'aise avec l'inconfort. Fait que ça a vraiment été bon de le faire parce que rendu là, dans le désert, c'était difficile, mais je me répétais dans ma tête, c'est difficile, mais c'est supposé être difficile. Fait que ça m'a pas surpris parce que j'avais fait un bon travail de préparation mentale. Puis tu dis l'expérience des autres aussi, comme les témoignages de d'autres personnes qui l'ont fait, comme les autres randonneurs, ceux qui l'ont complété. Souvent, les gens, quand ils abandonnent, c'est-tu plus l'aspect physique qui lâche ou c'est des blessures ou c'est le mental? Ben, il y a un peu de tout, là. C'est sûr qu'il y a des blessures parce qu'il y a des gens qui commencent puis qui ils vont pas progressivement, ils rentrent dans le tas, là, comme on dit. Mais sinon, il y a des gens, je pense qu'ils ont ils veulent être le genre de personne qui fait ce projet-là, puis c'est comme une fantaisie dans leur tête, puis qui se posent pas les vraies questions par rapport à leurs forces, leurs faiblesses avant de partir, fait qu'ils arrivent sur la trail, puis c'est pas comme c'est sur Instagram, tu sais, je veux dire, le côté Instagram, c'est 1% de ta journée. Les beaux paysages. Les beaux paysages, quand tu soupes avec les amis que tu t'es fait, mais sinon, il n'y a pas de secret, là, la majorité de ta journée, c'est de la marche. C'est emmerdant. Puis des fois, t'es seule, selon ton rythme. T'es seule la grosse majorité du temps. 95% du temps, t'es seule, tu marches. Je pense qu'il y a des gens qui réalisent peut-être pas avant de partir c'est quoi la réalité puis qui s'attendent à ce que ce soit plus intéressant que ça l'est vraiment au jour le jour. OK. Puis finalement, les défis que tu anticipais, tu t'es préparé de manière super pragmatique, tu avais pensé à tout ton équipement en détail pendant des semaines, puis c'était une partie même, je pense, agréable, là, le trouver son... J'étais obsédée avec le poids de chaque objet, finalement, ça prend le bord. Une fois rendu là, tu te rends compte que le poids... Bon, ton sac est lourd, il est lourd. Je veux dire, 1 livre de plus ou 2, ça fait une différence, mais... J'avais vraiment obsédé avec ça. Sinon, j'avais anticipé que mon plus gros défi, ça allait être de faire la même chose à tous les jours. OK. La redondance? La redondance. OK. Puis... Est-ce que de l'ennui aussi ou pas? L'ennui, ouais. Mais je me suis dit, mentalement, ça va être ça mon défi. La même chose. Se réveiller, puis tu te dis, aujourd'hui, je marche toute la journée, encore, j'ai pas le choix. Parce que j'aime la diversité dans la vie. Tu sais, je veux dire, dans mon travail, j'aime changer ma routine, puis faire toutes sortes de choses, mais là, tu marches tous les jours. Puis ça a été le plus gros défi mental. Fait que je me connais bien là-dessus, je pense, parce que au 4e mois, à peu près, je veux dire, les 3 premiers mois, ça allait, mais... C'est quand même pas pire. Mais au 4e mois, c'est là que tu frappes un mur de « aïe, aïe, là, je suis tannée de marcher ». OK. On dirait que moi, j'imagine l'expérience, je me dis... Me connaissant, là, je pense que le moment où j'aurais le plus de la journée, c'est installer ma tente. Je sais pas, on dirait que j'imaginais. Je me disais ça, ça me tentera jamais d'installer ma tente, de gonfler mon matelas. Mais finalement, t'es tellement content d'enfin arriver au camp, de construire ta maison.
puis gonfler ton lit. Dormir là-dedans. Que ça te dérange pas, t'es comme excité, là. OK. Tu sais, de construire de monter ta tente. OK. Ça m'est passé à une de mes cousines. Je lui expliqué que j'avais un peu peur d'être enceinte puis de tout ce que ça représente pour le corps. Puis elle m'avait... d'accoucher, c'était plus l'accouchement, là. Puis elle m'a regardé et m'avait dit, après 9 mois, là, t'as tellement hâte qu'ils sortent, là, que t'es contente d'accoucher. On dirait que ça avait un peu à ça de dire qu'après ta journée, là, t'es tellement contente d'être au camp, là. C'est pas une tâche parce que t'es comme, yes, ma maison! Puis là, tu la montes puis ça devient tellement un automatisme de monter ta tente. Super rapidement. Ouais, puis... puis enfin, t'es assis, là. Mais tu sais, je veux dire, une fois que t'as monté ta tente, t'es assis puis t'es au chaud. Comment tu restes au chaud quand il pleut tout le temps? Parce que, on dirait que moi, j'ai l'impression, un autre de mes défis que j'aurais anticipé, c'est comment gérer le linge mouillé, genre, ou tout le temps être trempe, genre. Je me disais, comment tu as adressé ça sur la toile quand des semaines, tu disais, vers la fin, il n'y a plus pendant des semaines, tu fais juste, j'avais un parapluie. Ah ouais? Ça a vraiment changé ma vie. Je n'ai pas pensé que tu peux avoir un parapluie. Non, mais j'en avais pas au départ. Puis, je veux dire, il n'y a rien qui est imperméable quand il pleut sans arrêt, là. Un imperméable est plus imperméable quand il pleut sans arrêt. Fait que je devenais vraiment trempée, j'avais froid, puis là, j'étais vraiment inconfortable. Mais le parapluie, ça m'a vraiment permis de pas me détremper. OK. Fait que ça a vraiment changé la donne. Mais sinon, c'est sûr que ta tente est mouillée à tous les jours, puis tu gères, là. Je veux dire, tout est mouillé, tout pue le chien mouillé. Mais t'en ris. Je pense que puis comme je pourrais donner plein de conseils d'équipement, mais au final, c'est t'en ris, puis tu t'organises pour pas tomber en hypothermie. Au pire, tu peux toujours monter ta tente puis rester dans ta tente si ça va vraiment pas. Si c'est le déluge, genre, tu veux dire? Ouais. Puis est-ce qu'il y a des choses qui ont... des trucs que tu n'avais pas anticipés, malgré toute ta merveilleuse préparation? Oui. On entend beaucoup parler quand on lit sur le through hiking l'expression « hike your own hike ». Fait que marche ta propre marche, là, ça se traduit mal. Mais on entend beaucoup parler de ça comme un cliché. Puis moi, je me disais « ben oui, tu sais, ben oui ». Mais j'ai vraiment compris à quel point c'est sérieux, cette phrase-là, parce que, dans le fond, c'est juste de dire « tu t'en vas faire ça pour toi ». Puis rendu là, tu vas te sentir influencé par les autres. Puis il faut que tu continues, malgré cette influence-là, de prendre des décisions personnelles pour toi. Moi, je me disais, je suis capable de faire ça dans la vie, je suis indépendante, pas de problème. Mais c'est que tu arrives dans le désert, tu rencontres plein de gens, tu deviens super proche avec ces personnes-là, tu les aimes d'amour, puis... Au départ, tout le monde est relax, tu sais, on a en masse de temps pour atteindre notre objectif, fait que tout va bien, on s'attend, il n'y a pas de presse. Puis éventuellement, tu termines la première étape qui est dans le désert, puis là, les gens voient le temps avancer, puis se mettent à aller plus vite, se mettent à être plus sérieux par rapport à l'atteinte de leur but. Fait que c'est plus dur d'aller au même rythme que tes amis. Tu sais, nous, on s'était fait une famille de 12 personnes dans le désert. Ben ça, c'est pas viable à long terme, là. Mais la séparation, après 2 mois, à être toujours ensemble, ben je veux dire, on marchait pas ensemble, mais on se retrouvait le midi, le soir. La séparation a été vraiment difficile émotionnellement parce que tu veux prendre des décisions pour toi, mais en même temps, tu veux pas abandonner les gens que tu as appris à aimer pendant 2 mois. Ah, ça a été vraiment difficile. À chaque jour, c'était... Parce que là, si je décide de dormir ici parce que je suis fatiguée, j'ai assez marché, puis mes amis continuent, ça se peut que je les revoie jamais. Puis ça devient vraiment difficile de prendre des décisions, tu sais. Toi, la décision que tu prends, c'est-tu parce que tu marchais plus lentement que certaines personnes? C'était quoi ton rythme de marche? Moi, j'avais tendance à être dans les plus lents. En même temps, j'avais tendance à être dans les plus lents, mais j'étais une de celles dans le groupe qui avait le plus de facilité sur la neige. Ah! C'est un talent que tu n'avais peut-être pas anticipé. Ben, c'est ça. Passer l'hiver au Québec, ça fait que... c'est vrai. Mais il y a des gens qui sont pas habitués à la neige, fait que ça change un peu. On a eu beaucoup de neige sur la PCT cette année, fait que ça change la donne. Moi, j'étais vraiment à l'aise, fait que
il y a eu un moment où on s'est regroupé avec tout le monde, puis il fallait décider si on passe au travers des montagnes des Sierras, que ça s'appelle, parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup de neige. Est-ce qu'on passe au travers ou est-ce qu'on skip les Sierras puis on y reviendra plus tard? Comment tu les skips? Ben, tu loues une voiture, puis tu vas plus loin, tu continues à marcher plus loin, puis tu y reviens plus tard, tu sais. OK. Ça, c'est une grosse décision, tu sais. Puis est-ce que tu la prends en groupe ou tu la prends pour toi personnellement? Ouais. Fait que ça a été un des défis. Vous avez décidé quoi, finalement? Ben, finalement, on a décidé de skipper, de contourner les Sierras pour y revenir plus tard. Mais on a décidé ça en groupe. On était 12 à prendre cette décision-là. Moi, j'aurais été à l'aise à continuer, mais j'ai pris cette décision-là pour rester avec le groupe. Puis finalement, après qu'on a pris cette décision-là, le groupe a commencé à se dissoudre. Ouais. Fait que je me suis dit, bon, ben ça, c'était la preuve que hike your own hike, prends des décisions. Est-ce qu'au fond de toi, tu te disais, je devrais le faire, genre, je devrais le faire? Oui, j'avais mon intuition me disait, on est capable! On le fait! Mais j'avais ma tête qui me disait, non, on veut rester avec le groupe, c'est important de rester avec le groupe. Puis finalement, êtes-vous retourné? Oui. Ah, OK. Ouais. Parce que je me disais, après, une fois que tu es passé par là, l'envie de revenir, on dirait... Ben, moi, l'envie était forte, mais c'est pas tout le monde qui... Parce que c'est combien de temps, cette portion-là, de marche? Un mois. Quand même. OK. Sinon, c'est une bonne portion du voyage. Toi, tu revenais pour un mariage aussi cet été. Oui. À quel moment tu as repris une auto pour refaire le chemin des Sierras? Juste après le mariage. OK, c'est ça coïncidait bien. Oui, le timing était parfait. OK. Ça a-tu été difficile de t'extirper de la hike pour revenir à Montréal puis après repartir? Non. Non? Ça s'est vraiment fait naturellement. OK. Je me demandais, c'était quoi si tu étais contente de partir parce que c'était un peu libérateur puis ça te faisait une pause ou si finalement tu serais restée parce que tu aurais juste voulu continuer? Ben, j'avais décidé de pas vraiment avoir d'émotion par rapport à ça parce que c'était le mariage d'une de mes meilleures amies. C'était sûr que tu revenais. Puis c'était sûr que je revenais. Fait que rendu là, je me disais ça sert à rien d'avoir une émotion, je veux dire. Le fait est que j'ai un billet d'avion, j'y vais, c'est important. Puis t'as pas remis ça en question, fait que t'étais pas tourmentée de... Non. Je perds pas de temps à me tourmenter avec quelque chose que je peux pas vraiment contrôler de toute façon. Puis t'étais dans les temps, dans le fond. Fait qu'il fallait quand même que tu times, j'imagine, ton arrivée vers où t'allais prendre ton transport pour l'aéroport. Mais ça a été un peu de logistique, mais sinon, ça a bien été. Puis est-ce que c'est après le mariage que ton copain est venu te rejoindre? Oui, c'est ça. Fait que dans le fond, vous êtes revenus ensemble. Exact. Vous avez commencé ensemble. Oui. Ça, est-ce que c'est l'expérience auquel tu t'attendais? De marcher avec mon copain? Oui, ça a super bien été. Je veux dire, ça fait quand même longtemps qu'on est ensemble, puis on a fait de la randonnée puis du sport avant ensemble, fait que je savais à quoi m'attendre. Puis on a bien communiqué, puis on s'est tapé ses nerfs des fois, on se donnait des coups de coude d'entente, mais sinon, ça a super bien été. C'est ça, pas d'histoire dramatique de « Oh my God, j'ai découvert un de ses côtés », puis... Non. Parce qu'il y a des expériences des fois qui sont révélatrices, mais finalement, tu connaissais tellement bien qu'il n'y avait pas de squelette dans le placard. Puis ça aussi, même avec lui, je pense que le rythme n'était pas le même. Tu sais, il est quand même lui, il marche 2 fois plus vite que moi. Mais je veux dire, ça faisait que je me levais le matin. Lui, il se levait plus tard. Il s'occupait de ranger la tente, de la traîner. Il me rattrapait pour dîner. Puis après ça, on se reséparait pour l'après-midi. Il arrivait au camp avant moi. Il avait déjà monté la tente. J'arrivais 1 heure ou 2 plus tard. Des fois, on marchait ensemble pendant 1 heure ici et là, mais tu viens tellement habitué de marcher tout seul que... Parce que même avec ta famille de 12, en général, c'est ça, les gens se séparent selon leur propre rythme, puis le ralliement, c'est le soir. J'imagine qu'il y a des points de rencontre. Au dîner, puis le soir au souper. Okay. Mais sinon, même avec ta famille de 12, la majorité du temps, tu étais toute seule. Oui. Je veux dire, au début, tu es plus ouvert à jaser avec le monde de la vie, mais à un moment donné, tu tombes dans une routine où tu es bien tout seul. OK. Ça t'a-tu surpris? Comment tu t'anticipais la solitude sur la trail? J'ai toujours été bien avec moi-même toute seule, fait que ça me faisait pas peur. Je sais que tu avais aussi amené ton iPad initialement. Oui.
Je pense qu'il y avait la vision que tu rentrerais le soir puis tu ferais des illustrations de ce que tu vivais. Je voulais vraiment dessiner mon expérience, mais ça a été un flop. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que à la fin de la journée, j'étais tellement brûlée. Tout ce que j'avais envie de faire, c'est d'être à l'horizontale, puis de regarder mes photos de la journée, d'écrire un peu mon journal, qu'est-ce qui s'était passé, puis de dormir, là. Je veux dire, t'as à peu près une fenêtre, après souper, t'as à peu près une fenêtre de 20 minutes où il te reste un petit peu de jus dans ton réservoir. Avant de dormir. Avant de tomber endormi. Puis tu sais, pour dessiner, il faut être assis. J'étais pas confortable, j'étais fatiguée. C'était comme de trop. C'était un défi de trop sur un défi qui est déjà difficile. Oui. Finalement, l'iPad est resté à la maison. Ouais. À la deuxième partie. C'était plus un devoir, tu sais, le côté médias sociaux puis dessin, tout ça, c'était un devoir. Je faisais vraiment ce projet-là pour moi. Puis là, j'avais l'impression que mon iPad était là pour faire plaisir à mes followers. Quand c'est vraiment un projet... Parce que c'est ça qui est particulier. Dans ta préparation, tu avais commencé à t'exprimer sur les médias sociaux puis à faire des illustrations sur ton compte Instagram. Fait que tu avais déjà des gens qui te suivaient puis qui savaient que tu allais partir puis qui anticipaient ce voyage-là avec toi puis qui t'encourageaient puis qui t'aidaient avant même de mettre un pied sur la trail. Il y avait toute une communauté là, qui avait hâte de savoir comment ça allait se passer puis de suivre l'aventure. Puis j'imagine qu'à ton retour, finalement, même si c'était pas illustré autant que tu pensais que ces gens-là, ils sont encore là. Comme... Finalement, ils sont pas disparus. Ils doivent te poker de temps en temps, savoir un peu ce que tu as vécu. C'est une belle communauté qui sont toujours contents quand je partage mon expérience, mais il n'y a pas vraiment d'attente. Oui. Puis je pense que j'ai aussi suivi, je pense que c'était un post dernièrement où tu disais que ce qui te manquait de la marche, c'est quand tu marchais le matin et tu avais plein d'idées de projets, puis tu sentais que mentalement... Le flow, là. Oui. Non, ça, c'était les meilleurs moments de marche. C'était le matin. Tu sais, peut-être pas la première demi-heure où tu te réveilles, mais après ça, c'est comme si, là, t'es au début de la journée, ton corps se sent bien, tu respires l'air frais. J'étais vraiment... j'essayais de garder mes podcasts puis ma musique pour l'après-midi parce que le matin, j'avais vraiment des vagues d'inspiration. Tu penses à plein d'idées. Des projets, j'aurais quasiment pu écrire un livre dans ma tête. Tu sais, t'es vraiment... ça coule, là. La créativité coule. Ça, ces moments-là, là, c'est précieux. Là. Parce qu'il y a une des questions, on a eu une discussion ensemble avant d'enregistrer sur c'est quoi les bonnes questions à poser à quelqu'un qui revient de la PCT. Parce que je pense qu'il y a des gens qui savent pas quoi dire, fait qu'ils en parlent pas, puis c'est comme si t'étais jamais parti. C'est comme si t'étais parti 2 semaines, puis c'est comme je suis contente que tu reviennes. Bon, c'est ça. Fait que... ou des questions qu'on fait en fin de semaine? Tu sais plus par quoi commencer puis quoi raconter. C'est pas évident. C'est quand même 6 mois dans une vie. Puis de dire est-ce que ça t'a transformé ou t'as réalisé des choses. Puis je pense que, considérant que t'es partie puis que tu étais satisfaite quand même de ta vie puis que ton intention, c'était pas d'avoir des grandes révélations sur ta personne. Finalement, ce qui a émergé, c'était juste des idées créatives. Puis je pense que c'était ça. C'est ça la suite maintenant quand tu reviens, c'est comme illustratrice, je pense que tu as l'envie d'être indépendante dans ton travail puis de vivre de ça. Bien, c'est sûr que ça m'a donné une envie de liberté que j'avais déjà, mais qui est encore plus forte. Puis plein d'idées de projets créatifs. Puis si je pouvais gagner ma vie de plus en plus avec ces projets-là, ben ce serait merveilleux. Mais c'est sûr que ça remplit ta tête d'idées. Puis là, tu reviens. Là, c'est comme, OK, par où on commence maintenant? Comment on met toutes ces belles idées-là en action? Puis c'est difficile de commencer un projet que tu as en tête parce que dans ta tête, il est tellement parfait, beau et parfait. Dès que tu te mets à le concrétiser, ben il perd le côté parfait. Son charme. Son charme. Une image que j'ai utilisée récemment. Avec Vincent, on a vraiment eu plein d'idées par rapport à un cette année, puis on a changé le modèle de revenu, puis on a aussi vécu la frustration de avoir un grand rêve, puis qu'il y a un décalage entre nos capacités actuelles puis le rêve. Oui, ce gap-là. Oui, ça fait mal, puis ce décalage. J'ai réalisé, j'ai dit, c'est comme quand t'es enfant, puis que
t'as une image magnifique dans ta tête que tu veux dessiner, puis tu commences à dessiner, puis c'est un bonhomme à lunettes croche, genre tout croche, puis que t'es conscient finalement de tes capacités, que genre tu réalises ton propre état, genre où t'en es dans la vie, puis t'es comme, OK, je suis pas capable de dessiner ça, puis là t'es juste genre, oh my God, c'est tellement le décalage que j'ai dans ma tête, puis ce que ma main peut faire est immense, genre. Ben, c'est comme si on est pour faire une métaphore de randonnée, c'est comme monter une montagne, je veux dire, je l'ai fait plein de fois, là, des grosses montées, que tu te dis, aïe, c'est tough, je suis juste au début, j'y arriverai pas, ou je vais y arriver. Mais le truc, c'est que c'est juste de mettre un pas devant l'autre, puis à un moment donné, ben, t'es au sommet, tu sais. Il y a pas de secret, c'est juste d'avancer, puis de pas trop penser à quand est-ce qu'on arrive, de juste continuer d'avancer, puis éventuellement, t'es comme, je suis rendu. Mais j'imagine ça paraît presque facile, c'est comme, ça a été vite finalement. Comme il y a des fois des événements que pendant que tu le vis, ça va l'air interminable, puis là finalement t'es comme on dirait que ça passe en un clin d'œil. Fait que c'est la même chose avec des projets créatifs, je pense là. Faut juste que tu fasses une action après l'autre sans trop te remettre en question tout le temps. Parce que c'est vrai qu'avec la PCT, t'as pas d'échappatoire. Tu sais, il y a un chemin principal. Y a-tu beaucoup des avenues des fois où c'est stratégique, puis il faut que tu décides un chemin plutôt qu'un autre, ou il y a vraiment une trail, puis tout le monde passe par le même chemin? Il y a une trail, ouais. OK. Fait que des fois, c'est pas genre, il y a comme... Le côté logistique vient où est-ce qu'il y a des villages le long de la trail, puis tu choisis où est-ce que tu veux faire ton ravitaillement. OK. Fait que ça, c'est pas pareil pour tout le monde. Fait qu'il y a des gens qui vont faire mettons, une section de 6 jours, se ravitailler à ce village-là, puis faire 4 jours, tandis qu'il y en a qui vont faire le 10 jours au complet. C'est ça qui change. Mais sinon, il y a un chemin. OK. Des fois, il y a des alternatives, là, des routes alternatives, mais c'est vraiment rare. C'est peut-être 2 ou 3 endroits. OK. Ça doit être rassurant de dire, mon but, c'est de finir. Il y a un chemin, je passe par là. Exact. Ouais. C'est tellement simple. Fait que dans le fond, l'enjeu, c'est bien gérer ta bouffe, pas mourir d'hypothermie. Est-ce qu'il y a des dangers physiques avec les animaux sur la traîne? Je m'en rappelle plus, je pense qu'on en a parlé. Je pense que tu as plus de risques de te faire attaquer. Je pense que tu as plus de risques de te faire frapper par une voiture sur un trottoir à Montréal que tu en as de te faire attaquer par un animal dans la forêt. OK. Ça me surprend. J'aurais cru que c'était plus... c'est un plus gros risque que ça. Non, je pense que les risques, c'est plus de glisser puis de se faire mal. Les blessures, Les blessures, ou tu sais... Ouais. Puis je pense que globalement, toi, tu t'en es bien tiré. À quel part les douleurs aux pieds, as-tu eu des blessures qui t'ont empêché d'avancer? Non, jamais. Non, j'ai eu des douleurs de toutes sortes, mais jamais rien de grave. J'ai été vraiment chanceuse. T'avais tes petites semelles faites sur mesure pour tes souliers? Non, j'avais des semelles, mais tu sais, les semelles que tu achètes comme 50$ dans une boutique ordinaire. OK, puis ça fait de la job. Ouais. J'en avais pas au début, puis j'ai eu vraiment mal aux pieds. Ça m'a sauvé quand même les semelles. On avait une discussion avant de partir. On était allé à une formation sur la marche. Oui. Puis on se demandait, tu sais, jusqu'où t'as investi dans ton équipement? Tu sais, justement, tu fais-tu des semelles sur mesure à 200$? À 200$, tu sais. Mais t'as tellement besoin de paires de semelles que ça finit que ça te coûte 800$ de semelles. C'est ça que ça t'a coûté? Non, mais je veux dire, si je les avais faites sur mesure. Ouais. Fait qu'à partir Fait que le plus gros défi physique, c'était à partir du 4e mois? Pas physique, mental. Mental. Ouais. Est-ce qu'il y a des moments où t'as atteint un creux où tu t'es dit, je pense que je vais pas finir? Non, jamais. Okay. Parce que pour moi, je m'étais tellement engagée solidement envers mon but que c'est sûr qu'il y avait des journées où je me disais plutôt j'ai hâte d'avoir fini. Je souhaiterais avoir fini. Mais ma réponse à moi-même, c'était « Ben, t'as pas fini. » Too bad, faut que tu continues. Ouais. Tu sais, mon engagement était vraiment fort. Pour moi, j'avais décidé que d'abandonner, c'était pas une option. OK. C'est fou comment ça doit simplifier la vie. Je pense que la souffrance vient des fois dans l'ambiguïté. Tu sais, que t'es face à une situation, puis il y a plusieurs options, t'as plusieurs choix, puis là, t'es comme, tu veux faire le bon choix ou whatever. Puis là, j'ai l'impression que tu me parles, puis il y a une certaine légèreté dans ton expérience, dans le sens où t'étais commit,
savais où t'allais, tu savais par où passer, t'étais prête, puis tu t'es dit, il n'y a pas d'autre option. Mais non, c'est ça, faut pas avoir de plan B, parce que là, si t'as un plan B, tu penses toujours à... Je devrais-tu? Ouais, c'est ça. Mais moi, c'est parce qu'à un moment donné, tu dis pas, ah, je vais aller essayer. Il faut que tu prennes vraiment une décision solide. Si tu décides vraiment, si tu veux vraiment, tu as plus de chances de réussir que si tu je vais aller essayer. Ben, tu sais, quand tu essayes quelque chose, ton engagement n'est pas très solide. Tes fondations sont pas très solides. Puis est-ce qu'il y a des journées où tu n'as juste pas été capable de te lever et tu as décidé de rester couché? Il y a une journée où on a marché 6000. C'est beaucoup? 6000, c'est à peu près 10 km, 11 km. C'est pas beaucoup, là. C'est vraiment pas beaucoup. OK. Puis on s'est effondré, on avait juste plus de jus. Là. On essayait de rejoindre nos amis, puis on avait plus de jus. Fait qu'on a passé la journée au complet à dormir dans notre tente. Je pense que j'ai dormi 18 heures en ligne. C'était-tu à cause du froid ou de la montée ou de... Ah, c'était juste à cause que ça faisait trop longtemps qu'on n'avait pas pris de congé. La journée de congé. OK. Un épuisement physique. Fait que c'était genre, tu pouvais juste t'avancer. T'as dormi puis le lendemain, t'es reparti? Ouais, ben c'est ça. Mais tu sais, sinon, il n'y a pas eu de journée où j'ai pas réussi à marcher parce que tu te réveilles, t'as pas nécessairement le goût de marcher, mais tu te dis, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Si je marche pas, je vais manquer de bouffe. Fait que, aussi bien marcher, tu sais. Parce que ta bouffe est rationnée, puis tu sais exactement sur la trail où sont les points de chute pour te ravitailler. Parce que des gens qui veulent t'envoyer de la bouffe par courrier à certains endroits, puis il y a aussi, tu sais où sont les magasins ou les restos pour manger. Mais c'est ça. Tu sais, je veux dire, si t'as nulle part pendant 5 jours, mettons, t'as nulle part où tu peux avoir de la nourriture, puis le prochain village il est au 5e jour, ben si tu niaises entre les deux, tu vas avoir faim. Fait que, je veux dire, la motivation est facile. C'est fascinant. Tandis qu'avec un but, un autre genre de but, tu te réveilles un matin, t'es pas obligé de rien faire parce qu'il n'y a pas de conséquences tangibles. Là, la conséquence tangible, c'est avoir faim. C'est comme ton besoin de base qui est de manger. Ouais. Fait que c'est quand même plus facile d'atteindre un but quand la conséquence est de cette envergure-là. Je suis inconfortable en ce moment, mais si je marche pas, après, c'est pire. Ça va être pire. Exact. Parce que parfois, je marche pareil, puis là, j'aurais plus de bouffe. Ouais. Mais si on pouvait avoir des conséquences comme ça, je veux dire, dans la vie de tous les jours, on aurait probablement plus de facilité à atteindre nos buts. Quand il y a des plus gros enjeux. Ouais, c'est ça. Mais c'est drôle parce que avec Renard, de nos conclusions sur la sédentarité dans le monde moderne, notre conclusion, c'était c'est pas parce qu'il y a des grosses compagnies qui veulent nous garder assis, puis que c'est un complot. Non, c'est juste parce que la vie est rendue tellement confortable que l'humain est content d'être assis. Il n'y a plus d'enjeu. Justement, on n'a plus à se lever puis dépenser de l'énergie pour aller chercher de la bouffe ou chasser. Tout est là à nous. Puis comme on réalisait pas que ce qu'on vit en ce moment, d'avoir de la bouffe dans le frigidaire en permanence puis des affiches publicitaires, d'être exposé à ça constamment, c'est vraiment pas naturel. Tu sais, avant, si tu avais de la bouffe devant toi, tu l'avais chassé ou cueilli, ou les gens dans ta communauté l'avaient fait ce travail-là pour toi, mais tu avais vu le processus, tu sais. C'est vrai qu'on est dans une société tellement confortable. C'est intéressant, ça. On n'est plus du tout mis face à des problèmes de survie, tu sais, de survie fondamentale, tu sais. Ouais. Puis là, en ce moment, il y a les désastres environnementaux dans le monde, que là, ça te remet face un peu à ça, là. Tu sais, la précarité de peut-être perdre ton abri, ta maison, quoi que ce soit. Je pense qu'au Québec, on n'a pas autant cette crainte-là, quoi qu'il y a des inondations puis des désastres en ce moment à quelques endroits. À Montréal, à date, on est quand même assez safe. Mais puis, je veux dire, si tu as chassé ta nourriture, tu as plus de reconnaissance envers cette nourriture-là. S'il y a une possibilité que tu perdes ta maison, tu as plus de reconnaissance de l'avoir. Mais je pense qu'il y avait un peu de ça sur la trail, dans le sens où tu as tellement peu d'objets qui t'appartiennent que tu développes vraiment un attachement spécial avec chaque objet. Je veux dire, mon briquet. J'avais de l'amour pour mon briquet, tu sais. Tu l'as-tu perdu? Il a pris l'eau juste avant la fin, puis c'est brisé, j'en ai racheté un autre. Okay. Mais j'ai développé un autre, tu sais, je veux dire, c'est tellement important parce que c'est ça qui te permet de cuisiner ton souper le soir. Je l'aimais d'amour, là, mon briquet, c'est niaiseux à dire, mais chaque objet, puis là, quand je suis revenue chez moi, j'ai lavé mon sac à dos dans le bain. J'ai mis du savon dans le bain, puis j'ai lavé mon sac à dos.
Puis j'avais comme une drôle d'émotion, comme si je l'avais un enfant, dans le sens que j'ai de l'amour pour mon sac à dos parce qu'il était là pour moi pendant 6 mois, puis tu crées une relation vu que chaque objet a une utilité spécifique importante. Puis tout le reste, tu t'en débarrasses. Fait que ça, c'est fou, ce sentiment-là. Ah, je te comprends Mais tellement. ça me rend triste dans un sens parce que d'avoir tu sais, je regarde mon sac à dos puis je suis comme... Là, je m'ennuie de... Il a vécu l'aventure pendant 6 mois, puis là, il est tout seul sur son crochet. Oui, je m'ennuie de notre temps ensemble, je te néglige. Tu sais, mettra des amis à côté, tu l'amèneras faire des hikes à Montréal. Mais je comprends ça. Moi, depuis que je suis jeune, j'ai toujours aimé les objets, puis je me suis toujours sentie coupable de ça. Tu sais, d'aimer les objets, puis de sentir que j'avais un attachement à ça, parce qu'on a cette vision-là que, tu sais, comme la vie, c'est au-delà du matériel, genre. Mais il y a une de nos invitées, Isabelle Deslauriers, qui me passait un livre d'une designer de IDEO qui s'appelle... Le livre s'appelle Joyful. Puis l'autre, je pense que... Tu connais-tu? Il y a des confettis, là, sur la couverture. Oui. Je l'ai vu, mais je l'ai jamais lu. Je pense que tu aimerais ça. Ouais. J'ai commencé, puis j'adore, là. Puis elle explique comment l'humain vit avec des objets, puis s'attache, puis notre environnement nous influence, genre. Puis je pense que c'est ça, dans son livre, au même moment, j'avais lu que si tu montres à un enfant son vélo, mettons, ou un objet qu'il aime, puis là, il y avait une expérience scientifique où les scientifiques disaient qu'ils prenaient le vélo, puis là, ils le mettaient dans une machine, puis là, ça le répliquait, le vélo, pareil, là. Ben, l'enfant préférait quand même avoir son vélo original que la réplique, parce que, puis leur hypothèse, c'est qu'on attribue une essence ou une âme ou un esprit à l'objet qui nous a appartenu, tu sais. J'étais comme, je savais que quand j'étais... Comme c'est ça que j'ai vécu quand j'étais enfant. Tu sais, que quand l'objet t'appartient, il y a un lien émotif qui se crée et qui reste, genre. Mais, en tout cas, mais je te prêterai le livre. Oui. Ouais, ça m'intéresse. C'est vraiment, vraiment intéressant. Elle explique comment concevoir des objets qui rend joyeux dans la vie. Puis que la joie, ça a un peu l'image d'être une émotion futile, mais que finalement, ça fait vraiment partie d'une vie riche et significative. Fait que je trouvais ça vraiment bien. Puis, je sais pas si quand ton briquet, genre, quand les gens te regardent, puis tu sais, mettons, tu revois en venant de Montréal, puis ils sont comme, Marie-Pierre, parle-moi de ton aventure. J'imagine que l'histoire du briquet, c'est pas la première chose que tu racontes. Ben non, parce que c'est pas vraiment une histoire, c'est plus une émotion, une étrange émotion qui ressort de cette aventure-là. Là. Mais j'imagine que ton expérience, c'est comme plein de petites choses comme ça. On dirait, moi, je m'attendais à des grandes révélations de vie, genre. Parce que moi, je suis un peu plus comme ça. Des grandes anecdotes. Des grandes choses que tu as réalisé, des choses plus finalement, genre, tu avais changé ta vie à Montréal ou quoi que ce soit. Puis je pense que finalement, ton parcours est comme... C'est plein de petits moments, en fait, j'imagine, puis qui sont durs à... Comme tu m'expliquais, c'est des fois, il y a des moments que c'est dur à décrire pour les autres parce qu'ils ne voient pas nécessairement le contexte ou la scène, mais pour moi, c'était un peu magique, là. Puis c'est des petites choses. Ben, tu sais, c'est que comment expliquer? Tu vis vraiment des émotions fortes, puis moi, j'ai comme l'idée que plus t'es dans la souffrance puis l'inconfort, plus ta joie est forte et pure. Puis là, quand t'es dans une aventure comme la PCT, tu vis tellement d'inconfort que, mettons que ton niveau d'inconfort est là, ben ton niveau de joie, il est pas mal plus élevé que ce à quoi on est habitué dans la vie quotidienne. Puis c'est la même chose pour les gens qui t'entourent. Ça fait que des fois, tu tombes dans des fous rires, puis des moments où tout le monde est tellement purement heureux. Mais tu sais, ça, c'est une émotion que tu as. Après ça, comment tu racontes ça quand tu reviens ici? Tu sais, c'est dur de mettre un doigt là-dessus. Mais on a tous vécu des moments où on a un fou rire qu'on n'est pas capable d'arrêter. Mais c'est un peu ça, mais à tous les jours, puis... Est-ce que tu as trouvé une façon, toi, de garder ces moments-là pour toi-même, genre? Tu sais, je sais que tu partageais des fois tes journées, tu faisais comme un journal en ligne pour ta famille et tes amis. Est-ce que tu as peur d'oublier ces moments-là? Oui. Oui, c'est sûr. J'ai comme des fois le feeling que c'est
du sable là, dans ma main, que j'essaie de tenir du sable ou un rêve, tu sais, quand tu te réveilles puis tu as fait tellement un beau rêve qui t'a fait te sentir bien. Mais là, tu veux pas l'oublier, mais tu peux pas le tenir pour pas qu'il s'en aille. Mais je veux dire, les gens me disent inquiète-toi pas, tu vas t'en rappeler longtemps. Fait que j'espère, mais c'est sûr que j'ai ce feeling-là de oh non, c'est fini, tu sais. Hier soir, je me répétais, c'est fini, genre j'arrive pas à croire que c'est terminé, puis ça me fait réaliser que tout ce que t'as, c'est le moment présent quand ça se passe. Parce que après ça, il te reste tes souvenirs, mais les souvenirs, c'est juste des souvenirs, tu sais. Fait qu'il faut vraiment apprécier le moment présent le plus possible, parce que j'imagine que plus tu vis le moment présent, plus c'est facile de te rappeler des sentiments que tu avais à ce moment-là dans le futur. Mais oui, j'aimerais bien les encapsuler, là. Tu sais, je peux les écrire dans mon journal, mais en même temps, il y a quand même des limites à mettre des mots sur certaines choses. C'est drôle, cet été, un peu avec l'approche de Marie Kondo, on a fait un méga ménage de l'appart. Puis il y a beaucoup de choses de mon enfance, déjà, que je n'étais pas capable de me départir parce que j'avais peur que les souvenirs associés à l'objet, exactement comme tu dis, qu'ils se dissouent puis que je me rappelle plus de certaines choses. Parce que, tu sais, je retrouvais des poupées, je me rappelle une de mes poupées, elle sentait la vanille. Genre, elle avait un petit cornet pour attacher sa couette en plastique, puis ça sentait la vanille. Puis là, je me rappelais que cet objet-là me rappelait un moment où je l'ai tenu, ou sinon, c'était une de mes amies, sa mère m'avait donné un petit échantillon de parfum. Puis je trouvais la bouteille, tu sais, quand t'es enfant, j'aimais les petites choses. Puis là, c'est une petite bouteille, puis je me rappelais encore de l'odeur de ce parfum-là. Puis de ce que la maman de mon amie sentait, puis de ce que leur maison, tu sais, à quoi ça ressemblait. Ouais. Puis je me disais, si je laisse ça aller, je me rappellerai plus de ce que j'ai vécu, tu sais, parce que mon cerveau peut pas se rappeler. C'est une bonne réalisation, ça. Puis finalement... C'est peut-être pour ça que, mettons, mon chum, il me dit « on pourrait vendre notre équipement de sport qu'on a utilisé sur la PCT puis s'en acheter du meilleur. » Et moi, je suis comme « non! » Pourquoi on ferait ça? C'est mon bébé! C'est ça ton sac à dos! Tu dos! veux trahir notre équipement, mais c'est peut-être un peu, comme tu dis, la peur de perdre les moments qui sont associés avec cet équipement-là. Ça se peut. Puis je pense que Vince, il ressemble peut-être plus à ton chum dans le sens qu'il y a moins d'attachement émotif aux choses, là. Tu sais, si je lui dis hey, « on fait le ménage, est-ce qu'on garde ça? » Sa réponse, ça va sûrement être genre « ah non! » Sans regarder. Exactement. Finalement, là où j'ai réussi à conjuguer mon envie de vivre dans une maison un peu plus allégée, genre en stock, mais de garder les souvenirs, c'est que j'ai pris en photo tout ce que j'avais, mes jouets, puis ceux qu'il n'y avait pas d'utilité, tu sais, qu'il n'y avait plus d'utilité maintenant, que c'était des jouets, que c'était des beaux petits moments, mais que c'était pas comme, mettons, ma poupée préférée, ou que je me voyais pas redonner à mes enfants ou à d'autres enfants, comme j'ai élagué comme des choses, mais je me suis dit, au moins, j'ai comme encapsulé tout ça par des photos. Fait que là, je me disais, c'est une bonne idée. Ça prend moins d'espace, puis... Ouais. Bonne idée. Mais tu me diras si finalement faudrait que tu te fasses un album avec ces photos-là. C'est vrai, physique. Ouais. Puis là, je le consulte. Mais tu diras, faudrait que tu donnes ton sac en adoption. C'est peut-être ça, il faut que tu trouves une famille adoptive. Une personne. Au lieu de juste le vendre, genre. Ouais. Tu sais que c'est comme, c'est plus solennel. Genre, c'est genre, je te confie mon sac, tu sais, qu'il y a vécu beaucoup de choses. Mais... Il pue, il n'y a plus de couleur, mais... Ah ouais? Il est magané? Il est magané. Fait que finalement, personne ne voudrait. Personne ne voudrait. Il y a juste toi qui veux le garder. Ben oui. Fait que, au niveau de les bons moments que tu as vécu sur la trail, il y en a quel moment te reviennent en tête quand les gens te posent cette question-là de c'est quoi la plus belle chose que tu as vécue? Ouais, ben... Y en a-tu trop ou il y en a vraiment des précis que t'es comme ça dans ma tête, dans mon cœur, c'est un moment exceptionnel? Oui, ben, il y a Forester Pass. En fait, c'est que j'avais tellement lu sur la PCT avant d'y aller qu'il y a des endroits sur la trail, sur le sentier, qui étaient comme des légendes dans ma tête. Okay. Comme par exemple, le point le plus haut de la PCT, c'est Forester Pass. Puis je l'avais vu en photo des tonnes de fois. Puis là, moi, cette journée-là où j'ai atteint le sommet, c'était vraiment comme un coup de cœur parce que, enfin, c'était comme une preuve que je réalisais mon rêve.
Puis c'est aussi que c'était tellement beau, il y avait de la neige, il y avait des lacs alpins, la journée était ensoleillée, j'étais là, j'étais pas, tu sais, assis sur ma toilette à regarder des gens sur Instagram qui sont sur Forester Pass. J'étais, moi, là, sur Forester Pass. Fait que ça, c'est sûr que c'en est un. Puis sinon, il y avait aussi la boulangerie, Stehiken Bakery, que ça s'appelle. Okay. C'est le dernier village sur la PCT. C'est un village qui est seulement accessible à la fin, là. Ouais, okay. 4 jours avant la fin. C'est le dernier arrêt. Ce village-là, il est seulement accessible par bateau ou par la marche. Puis là-bas, il y a une boulangerie. Puis c'est comme la boulangerie légendaire parce que est difficile d'accès. Puis c'est tellement bon. Puis ça fait comme des jours que tu manges de la nourriture sèche. Puis là, t'arrives puis tu peux manger des brownies, des danoises, puis tout ça. Mais arriver là, ça, c'était vraiment un beau moment parce que t'es comme... Wow, je suis arrivée au dernier village, je me suis rendue jusqu'ici, puis là, je pense à toutes les pâtisseries que je m'en vais manger. Ça, c'était vraiment excitant. Je peux comprendre. Ouais. On dirait que je sens l'odeur du pain, là, puis de... Je suis sûre que c'est même pas des pâtisseries si bonnes que ça, là, mais c'est toute l'anticipation. C'était les meilleurs. Puis, tu sais, c'est encore dans le milieu de nulle part, il y a des petites poules qui courent autour de la pâtisserie, c'est magnifique. Hein. Ah, ça doit... Ils doivent avoir tellement de randonneurs de la PCT, eux. Ben, tout le monde qui se rend là. Ouais. Est-ce que... Ah, puis il y a même des randonneurs de la PCT qui décident d'aller travailler là, de déménager dans ce village-là après. Tellement c'est beau, genre féerique. Ouais, c'est magnifique, là. C'est dans les montagnes, isolé, c'est tout petit. OK. Le monsieur qui travaille au bureau de poste, il s'appelle Jonathan, puis il y a de la grosse musique rock, puis c'est lui qui gère le bureau de poste. Puis tu sais, c'est un peu pittoresque comme place. Tout le monde connaît tout le monde. Ouais, c'est ça. Fait quand il y a un randonneur qui arrive, genre ils vous reconnaissent, puis... Est-ce que, entre ces moments que tu avais vus d'avance, genre, puis, tu sais, comme tu disais, il y en a que tu avais vu en image sur Pinterest, est-ce qu'il y a des moments où toi, tu as senti que c'était comme il y avait justement un gros décalage entre ce qui est projeté dans les médias sociaux et la réalité? Non, pas de décalage, mais c'est que ce qui est projeté dans les médias sociaux, c'est tout vrai, mais c'est tout le plus beau. C'est qu'il y a pas c'est tout le plus beau, mais il n'y a pas tout le côté routinier que tu marches, là, tu sais. C'est pas glorieux, puis c'est juste pas intéressant. C'est pas intéressant, tu sais, je veux dire. Je prends pas de photos de mes pieds qui avancent, ça serait intéressant pour personne. C'est pas intéressant pour moi, donc c'est pas intéressant pour personne d'autre. Puis c'est la même chose jour après jour, de répéter, ça. Genre... C'est juste qu'il manque 95% de la réalité, c'est la marche. Puis ce qu'on voit sur les médias sociaux, c'est le 5% de merveille. J'ai l'impression que c'est ça dans tellement de domaines. Des fois, on aspire à certains rêves parce qu'on veut le résultat. T'sais, on veut le fruit puis le high life, genre associé à cet état-là, mettons, être une vedette de cinéma. T'sais, je pense qu'au Québec, c'est moins intense qu'aux États-Unis, de vouloir être une vedette d'Hollywood, mais quand tu vois dans travers les médias sociaux juste ce qui est vraiment nice, puis tu vois pas tout ce qu'il y a derrière, la question à se poser, c'est je veux-tu cette job-là puis tout ce que ça implique? Nous, cette année, ça a été ça de nos grandes réalisations. C'est qu'on voyait plein d'avenues pour Renard. On peut faire du gear, on peut faire ça, on peut faire ça. Puis la question, c'était, on veut le résultat, genre, mais est-ce qu'on veut faire la job pour ça? T'sais? Ouais. Tu sais, dans le sens que moi, j'adore les objets bien conçus. Puis on s'est dit, un jour, j'aimerais ça que Renard ait des objets puis des structures pour la maison, pour faire des gelées puis tout. Puis j'étais là, je veux le magasiner, je veux voir. Mais je me rendais compte que je voulais, moi, être la consommatrice qui allait avoir accès à ces produits-là parce que je voudrais que ça existe. Mais là, quand j'ai compris tout le travail que ça exigeait, je me disais, est-ce que je veux faire ça maintenant puis que ce soit mon core business de dire, on va construire, on va livrer, comment on va gérer des inventaires. Puis j'ai fait, mais c'est pas pour moi du tout. Mais c'est de se connaître soi-même, là. Plus tu te connais toi, plus tu es capable de dire, OK, ce que telle personne fait ou telle compagnie fait, c'est vraiment intéressant, mais c'est pas pour moi. Mais il faut que tu te connaisses. Y a-tu un moment où toi, sur la trail, quand tu parlais de la difficulté de respecter ton propre rythme, y a-tu un moment clé où tu as fait « OK, là, ça suffit, il faut que je m'écoute » ou ça a plus été graduel? Ah, ça a été graduel. Ça a vraiment été graduel. Puis à un moment donné, je veux dire, j'avais vécu tellement de frustration puis de comparaison que je me suis dit « c'est fini », tu sais. Mais ça a pris du temps, là. C'était vers la fin. À un moment donné, tu fais
ça va faire. OK. Puis à la fin, on était juste 2 pour le dernier mois. Moi puis une de mes amies qui s'appelle Anna. On avait exactement le même rythme. Puis on avait abandonné tout désir d'être avec d'autres. OK. Puis ça enlevait tellement de stress puis de questionnement. Là. Une fois que tu te détaches de ça, là, puis tu te dis « je marche à ma vitesse », peu importe, ça enlève tellement de stress. Parce que quand tu as dit « ça suffit », j'ai l'impression que tu faisais... C'était plus à la voix dans ta tête que tu disais « ça suffit » que la pression venait... J'imagine que les gens... La pression, pas tout des en autres, dedans, ouais. là. Je veux dire... Comme personne te regardait et te disait « ma peur, il faut que tu marches plus vite maintenant. » Genre, non, c'est la voix dans ta tête qui te disait « je devrais... » Ouais, exact. Ou des... Fait que le « ça suffit », t'as raison que c'est... Ça suffit la pression que je me mets. Puis toi, la pression, c'était de marcher plus vite? C'était quoi? C'était de marcher plus vite, plus de kilométrage par jour, prendre moins de pauses, puis tout ça. Mais tu sais, c'est le fun de se pousser, mais à un moment donné, il faut que tu vois la juste... comment tu dis? La juste balance entre se pousser puis aller... Le juste milieu. Ouais, le juste milieu. Ben, surtout que sur 6 mois, il faut que tu... Tu sais, la station cheesy, là, c'est un marathon, c'est pas un sprint, là. Tu sais, de dire, il faut que tu suives un rythme qui est soutenable. Tu sais, dans le sens que tu... Ouais, pour toi. Puis est-ce que la voix négative que tu as eue dans ta tête, ben, je pense qu'on a tous une voix qui nous habite, qui nous critique ou qui met le doigt sur ce qui fait mal, genre, sur nos insécurités, puis ça nous appartient. Des fois, on l'a internalisé de gens autour de nous, souvent dans l'enfance. J'ai l'impression que ça se construit, puis ça fait du sens. Moi, je regarde en l'air, puis je comprends pourquoi j'ai une vision du monde telle quelle, considérant mon éducation. Puis je suis comme, OK, là, ça commence à devenir intéressant. Là. Est-ce que la voix négative qu'il y avait sur la PCT, est-ce que c'est la même voix que tu avais à Montréal avant? Complètement. Je t'ai coupé? Non, c'est parfait. Complètement. Là, c'est ma tante Pierrette. On fait des blagues avec mon copain que la voix dans ma tête, c'est ma tante Pierrette. OK, j'étais là. Est-ce qu'elle est vraiment en train de parler de sa vraie tante dans ce moment? Non, c'est ma tante Pierrette, puis c'est la même. Je veux dire, ça part du même point où je me vois pas comme une athlète dans ma tête, je me vois comme une... tu sais... un petit corps frêle qui dessine, là. Pas frêle, mais comme un corps maladroit, qui manque de grâce, tu sais, qui est plus créatif, puis dans l'esprit que dans son corps, tu sais. Puis j'aimerais ça, moi, me voir comme tough, tu sais, puis t'es capable, puis t'es forte, puis tout ça. Mais je veux dire, j'avais fait 5 mois de marche que ma perception de moi était encore la même, là, tu sais, la voix dans ma tête, puis ma perception de mon image dorky de moi-même était encore là. J'étais comme, aïe, qu'est-ce que ça prend pour détruire cette image-là qui est tellement forte? Je viens de marcher 5 mois, j'ai presque traversé un pays, puis j'ai encore cette perception-là de moi, c'est fou. Il y a des gens qui abandonnent, puis t'es encore là, puis tu sais que tu vas finir parce que tu t'es mis ça comme un objectif, puis... C'est fascinant que, malgré des preuves objectives, oui, c'est ça. Oui, c'est ça, genre... C'est comme pas suffisant dans ta tête. Je pourrais gagner les Olympiques. Non, j'ai traversé un pays à la marche, puis même là, quand je m'en vais faire, mettons, un cours de yoga, j'ai encore les mêmes peurs que j'avais avant de « Ah, voyons, t'es pas flexible, t'es donc même pas gracieuse. Mais, je veux dire, j'ai plus de facilité à vivre dans cet inconfort-là, tu sais, puis à respirer là-dedans, puis à me dire... Non, ma tante Pierrette, ça va bien aller. Fais de ton mieux. Tu sais, puis c'est ça que je me suis dit sur la trail, je me disais, fais de ton mieux, puis je suis arrivée, tu sais. Je veux dire, j'ai pas... je veux dire, j'ai fait de mon mieux, puis j'ai marché un pas après l'autre, puis je suis arrivée, fait que... Puis la souffrance physique, j'ai l'impression qu'elle devait pas être plus forte que cette voix-là dans ta tête. Est-ce que c'était vraiment l'aspect mental Pierrette qui parlait trop fort qui t'a fait le plus de mal, genre? On dirait que ça a un poids, genre, sur le corps, là. J'ai lu un article d'un psychologue qui expliquait qu'ils ont réussi à démontrer que si tu fais ressentir la culpabilité à des gens, physiquement, ils vont se sentir plus lourds. Tu sais, quand on dit « j'ai l'impression d'avoir un poids sur mes épaules », là, c'est que
il y a des émotions qui génèrent des réactions physiques comme réelles. Là. Les gens, mettons, les scientifiques mettons un trigger pour que tu te sentes, mettons, coupable là, de quelque chose. Tu avais tendance à surestimer ton poids puis à surestimer l'effort nécessaire pour faire une tâche. Là, j'étais « wow, OK ». C'est fou. Fait que, ça veut dire que, mettons, les journées où ma voix, mes pensées négatives étaient plus fortes, je trouverais ça plus difficile de monter la montagne. Ça se pourrait. Oui, c'est ça que ça influence ta perception de tes capacités physiques ou ton niveau d'énergie. Ou, c'est sûr, c'est sûr. Ouais. Je sais que des fois, on dirait que je suis à bout de souffle, mais c'est juste dans ma tête. Je fais pas un effort comme physique qui explique pourquoi je serais fatiguée ou drainée. J'ai l'impression que c'est la voix dans ma tête qui a un effet drainant. C'est clair. Je veux dire, il y a des jours, tu dors le même nombre d'heures, tu te réveilles le matin, t'es pas pris dans ta tête, tout semble plus facile que les journées où tu te réveilles reposé, mais avec plus de pensées négatives, tu laisses les pensées prendre la place, puis là, tout est un struggle, pour utiliser un bon français. Tout demande plus d'efforts. Ouais. Fait que vers la fin, j'imagine que émotivement, il doit y avoir un creux. Je peux comprendre pourquoi après 4 mois, c'était là le défi, parce que c'est comme si tu as fait... La lune de miel est terminée. Oui, puis là, il t'en reste encore beaucoup. Tu sais, t'es plus proche de la fin qu'au début, mais t'es fatigué, puis il t'en reste encore. Puis j'imagine que vers la fin, il y a un regain. Il doit y avoir un regain d'enthousiasme. Mais parce que il y a un regain parce que tu te dis, ça va se terminer. J'ai tellement aimé ça. Là, la fin arrive. Il faut que je savoure chaque petite chose. Puis je te dis, là, juste avant d'arriver au dernier État, à Washington, juste avant d'arriver, là, j'étais tellement à bout. Puis j'ai une amie qui m'a dit « Oh, tu vas voir, comme quand on travaillait au camp l'été, la dernière semaine, c'est la meilleure parce que tu donnes tout ce qui te reste. » Mais ça l'a un peu fait ça où tu te dis « OK, j'ai tellement eu du fun, je suis tellement chanceuse d'avoir pu vivre ça. Là, c'est ma dernière chance, c'est mon dernier mois pour enjoy, genre pour en profiter autant que possible. Puis aussi, c'est que t'es rendu à un niveau de forme physique, le plus haut niveau de forme physique que tu as eu de ta vie, là, tu sais. Parce que finalement, marcher, c'est ton entraînement. Fait que ton corps, tu sens qu'il s'est renforcé à la longue. Ouais. Puis aussi, ben, tu travailles ta tête, puis à un moment donné, c'est comme... J'avais les pensées qui venaient dans ma tête, les pensées négatives, puis j'étais quasiment rendue dans un état de... Oh, non. Ouais, t'es tâche, puis t'es... Ah, non, pas besoin de toi. Bye! Fait que ça devait être libérateur. Ouais, vraiment. C'était libérateur aussi parce qu'on était juste 2, puis on n'avait pas, je veux dire, personne d'autre à gérer que nous. T'es rendu habitué à ta routine. T'es rendu habitué, là, tu sais, t'as tes pensées, là, t'as des heures et des heures pour les observer, là. Fait que là, t'es rendu habitué aux mêmes pensées qui arrivent, puis tu te dis, non, c'est correct, là, tu sais. J'ai passé assez de temps à te gérer, ma tante Pierrette, là, c'est correct. Puis quand t'es revenue à Montréal, comment qu'elle est, ma tante Pierrette, maintenant que t'es revenue à Montréal? Ah, elle est plus relaxe qu'avant. Hein. Ouais? C'est sûr que elle vient, faut que je dorme, là. Je veux dire, faut que je me couche puis que je dorme, là. Sinon, c'est sûr que c'est plus facile de tomber dans des... Tu veux dire, avec la fatigue? Voilà, avec la fatigue, ça revient. Mais c'est vraiment plus relax. Je me mets comme moins de pression qu'avant. Puis une chose que ça m'a permis de faire, ce projet-là, c'est que ça m'a permis de passer énormément de temps avec moi, puis de travailler sur ma relation avec moi, puis avec ma tête, puis tout ça. Puis je suis tellement bien avec moi que maintenant, je reviens. Puis si je suis pour passer du temps avec des gens, il faut que ce soit aussi agréable ou plus que le temps que je passe avec moi. Fait que je pense que j'ai plus de facilité à dire non. Tu sais, je passe beaucoup de temps à lire dans mon divan, puis j'aime vraiment ça. Puis je pense aux attentes que les gens ont autour de moi, puis les attentes de la vie, puis tout ça. Puis je suis un peu plus relax par rapport à tout ça. Tu sais, je suis capable de... J'ai les mêmes pensées qui me viennent en tête, mais je suis capable de
les mettre de côté plus facilement. Mais pas tous les jours, là. Il y a des journées où je suis un peu plus déprimée, mais je vois que dès que je vais faire du sport, ça fait du bien, puis genre, j'ai plus un calme intérieur. C'est drôle parce que moi je pense que j'ai dit tellement de milliers de fois dans ma vie, « Oh my God, ça a changé ma vie! » Comme des livres ont changé ma vie ou des choses ont changé ma vie. Mais ce que je réalise, c'est que des fois, tu as des éliminations dans la vie. Là. Puis c'est vrai qu'il y a des points de non-retour, mais malgré tout, ce qui perdure, c'est l'effort que tu fais quotidien. T'sais. Fait que j'ai l'impression que sur la PCT, il y a souvent des moments où tu as des grandes réalisations par rapport à Pierrette, mais c'est quand même intéressant de voir que même quand tu reviens à Montréal, tu es encore là, puis il faut encore tranquillement... va toujours être là. Il faut toujours cultiver ça, puis il y a des gestes et des rituels quotidiens à maintenir pour garder ce niveau-là. Comme l'importance de la routine, de la discipline, puis chaque jour de te rechoisir. De dire, OK, là, tu as identifié ce qui t'énergise ou pas. Il faut qu'encore chaque jour, tu es face à la décision. Il y a des choses qui vont venir vers toi, puis de dire, tu as encore la responsabilité de dire oui ou non pour honorer ça de manière perpétuelle. Puis, tu sais, quand on parle du 95% des trucs qui sont comme anodins ou pas glorieux, là, je pense j'ai l'impression d'être discipliné dans la vie, puis de faire des choix. Des fois, c'est pas... on le voit même avec la vie active, il y a plein de petits gestes qu'on oublie, genre, qui sont pas importants, puis on pense plus à l'heure d'entraînement que tu es supposé faire de manière full intense au gym, mais on oublie qu'il y a plein d'autres petits moments que tu choisis jour après jour, après jour, après jour, puis qui augmentent ton niveau de bien-être. Puis qu'il n'y a pas un moment clé que tu vas tout donner ou tu vas avoir une illumination que ta vie va être transformée à jamais sans que tu aies quand même à show up puis à faire le travail, comme à te présenter puis à vivre ta journée puis à agir. En tout cas, on dirait que tu me fais réaliser plein d'affaires. Est-ce que... c'est quoi la place de la marche? Le moment où tu débarques à Montréal m'intéressait. C'est quoi le sentiment que tu as quand tu remets le pied, tu redescends de l'avion, tu remets le pied, tu arrives chez toi? C'est comment tu t'es sentie? C'était-tu bizarre? Ben, c'est un peu underwhelming, dans le sens où... ça serait quoi underwhelming en français? Underwhelming? Ouais. C'était genre plus... comme moins saisissant que tu pensais, hein? Ben, premièrement, tout est pareil. Tu reviens, je veux dire, tu viens de vivre quelque chose de grand, mais ici, tout est pareil. Les gens sont pareils, les sujets de conversation sont les mêmes. Puis, je m'attendais à revenir, puis tu sais, à me sentir fière de moi, puis j'ai accompli quelque chose de grand. Mais une fois que c'est fini, le sentiment, c'est terminé. C'est ça qui est underwhelming. Ben, je suis encore moi, je suis la même personne que j'étais. Je reviens dans le même appartement que j'aime. Je veux dire, il n'y a pas eu de fanfare. Tu sais, il n'y a pas de lumière qui tombe du ciel. Puis... Non, c'est ça. Puis j'ai pas... Les gens me disent, tu dois tellement être fière de toi, mais j'ai pas de sentiment immense qui m'habite de fierté, tu sais. Perpétuel, genre. Ouais, quand je marche dans la rue en me sentant tellement fière, là, j'aimerais ça, là, mais j'ai pas... Ouais, fait que c'est ça, tu sais, c'est vraiment... Ça se passait au jour le jour dans l'atteinte de mon but. J'ai beaucoup appris sur l'engagement envers soi, puis... Mais au retour, les émotions qui m'habitent sont moins immenses que j'aurais cru qu'elles allaient être. OK. Parce qu'après ça, ben, c'est comme, OK, ben, je suis de retour à la vie normale. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait, tu sais? Est-ce que ça affaisse les obligations, mettons, financières à faire le ménage? c'est un peu déprimant, ouais. Ben, tu sais, de se remettre à faire la vaisselle, le lavage, puis tout ça, c'est bizarre. Est-ce que ça t'a amené à transformer certaines choses chez toi, genre que... Tu sais, après avoir vécu dans un sac à dos. C'est sûr que je vais me débarrasser de plein d'affaires, là. J'ai fait un gros ménage, puis faut qu'on fasse... moi puis mon chum, on regarde ça, puis on se débarrasse de plein de trucs, là. T'as un besoin de... On est en processus, là. Ouais. Okay. J'ai un besoin de simplifier tout, là, tu sais. Simplifier la quantité de matériel qu'on a chez nous, mais aussi simplifier mon horaire, structurer mon horaire, le simplifier, avoir plus de temps pour moi. Ouais, c'est sûr que ça m'a... Mais je suis encore dans les débuts, là.
Sauf que je veux une simplicité puis une liberté. Ça nous avait fait ça avec Participation quand on était partis 1 an sur la route. Ouais. Au début, tu sais, ma vie, c'était une valise puis un gros sac à dos. Puis tu veux rien, tu sais, je voulais rien, manquer de rien. Puis là, à chaque arrêt qu'on revenait à la maison, ma valise s'allégeait parce que finalement, j'ai réalisé que quand tu as peu de choses, même si tu as 3 chandails, tu vas souvent porter un plus qu'un autre de toute façon. Ouais. Tu sais, quand justement, tu as un attachement émotionnel des fois avec un vêtement plus qu'un autre, puis tu vas être content de le porter chaque jour, finalement, tu sais. Ouais. Puis quand on était revenu à la maison, j'avais réalisé à quel point ça prend peu de choses. Puis j'ai remarqué que maintenant, je fais ça aussi. J'ai une cuillère que j'aime plus que les autres. Je la prends tout le temps. Je sais que moi, j'ai une cuillère, puis une, c'est sa fourchette. Puis là, c'est à savoir c'est quoi qui est mieux dans la vie, une fourchette ou une cuillère. Mais ça, c'est un débat que... T'es une fourchette! On peut pas trancher. Une cuillère, c'est tellement mieux, mais... Moi, je préfère cuillère. Je suis dans ton équipe. Oh yeah! Mais bon. Fait que dans ces choses-là que... Tu sais, justement, de se connaître, ça t'aide à identifier ce que tu veux garder dans ta vie et ce que tu veux éliminer. Qu'est-ce qui t'a... Est-ce qu'il y a des choses que tu as réalisées que tu faisais ou que tu possédais ou que tu t'entêtais à faire, puis là, tu as fait... Ça suffit, genre... Éliminer. Ouais. Des habitudes, mettons? Je sais, mettons, un exemple, dans mon cas, je sais que mon trigger, ce qui me génère beaucoup d'anxiété, je sais pas si on en a déjà parlé, mais c'est des invitations sociales pour des événements importants pour l'autre personne. Fait que, tu sais, des célébrations, des anniversaires ou des choses comme ça, tu sais, de me faire inviter à ça. Moi, à passer 8 heures, j'aime pas sortir de chez moi. Genre, j'aime être à la maison en train de lire un livre, mais j'ai beaucoup de difficultés à l'assumer. Surtout si je sais que c'est significatif pour l'autre, puis je voudrais pas lui faire la peine, ou tu sais, comme, je voudrais lui faire sentir que c'est important, tu sais. Mais là, on dirait que je commence à assumer que je peux être présente puis témoigner mon intérêt ou mon affection différemment pour mes amis, là. Ou que, tu sais, je fasse des activités sociales. Comme là, les gens commencent à me connaître, là, que j'aime les brunchs. Fait que là, si les gens veulent me voir, je les invite pour un brunch. Si les gens veulent vraiment te voir, ils peuvent trouver des façons. Aussi, puis j'essaie de leur dire que, mettons, je peux pas aller à ta soirée, mais si ça te tente d'aller bruncher, toi puis moi, aller prendre un café, je suis là, telle date, on peut se voir. Fait que j'essaie comme de... Mais je savais qu'avec le temps, j'ai comme d'ailleurs de mettre le doigt sur ce qui me rendait anxieuse, parce que je me rendais compte que je me forçais à le faire, mais ça ne m'énergisait pas, mettons. T'sais, est-ce que toi, il y a des choses il y a plein de choses, oui. C'est intéressant comme question. OK. Mettons, moi puis mon copain, on est très social, puis on pourrait facilement avoir quelque chose de prévu à tous les soirs. Puis tu prévois ça dans ta semaine, puis tout a l'air beau, mais au final, quand c'est en train de se passer... c'est trop, puis t'en retires pas tant que ça. Tu retires pas tant de joie de tout ça. T'es toujours sur la gauche. C'est ça. Fait que, je veux dire, j'ai toujours été comme ça. Ma mère, quand j'étais jeune, elle me disait t'es pas obligé d'y aller, là. J'avais prévu quelque chose avec une amie, puis il faut... mais là, c'est vraiment d'être dans une optique où faut pas que je me prévoie trop d'activités. OK. C'est un work in progress. Puis aussi, je veux apprendre à, quand je regarde ma semaine dans mon calendrier, planifier mon temps off. Mettre dans mon calendrier mon temps off en premier. Que c'est pas, OK, ben ici, c'est mes obligations de travail. Je vois tel ami, on a telle soirée. Puis ce qui reste, puis là, ce qui reste, c'est mon temps off. Là, je veux planifier mon temps off en premier. Donc, ce que j'ai fait cette semaine, puis ça a bien fonctionné, j'ai dit, je veux aller faire du yoga pilates 3 fois. OK, quand est-ce que j'y vais? Là. Je veux avoir des soirées toute seule à la maison, aller, quand est-ce que je le fais? Là, puis après, tu planifies toutes les autres affaires. Comme ça, J'adore. Chéris plus ce qui est important pour toi. Mais on dirait que ça revient à ta préparation pour le PCT. Tu sais, si tu attends que ton horaire soit complètement libre, puis tu dises, je suis off, je peux aller faire la trail, ton agenda va juste toujours se remplir. Ben, c'est ça. À moins que tu dises, mais c'est fou. Puis tu sais, si tu dis, OK, samedi soir, j'ai envie de passer la soirée à lire mon livre, tu le mets dans ton agenda. Là, tu as un ami qui te dit, hey, ça te tente-tu d'aller prendre un verre samedi soir? Ben, je veux dire, si tu l'avais pas mis à ton agenda, tu te dis dans ta tête,
Ben, j'ai envie de lire, mais en fait, j'ai rien de prévu. Fait que je peux me pas sens vraiment dire non. Oh my parce God, que j'ai rien de prévu. Pareil. Fait que là, tu fais OK. Puis là, t'as jamais finalement le temps de lire dans ton divan. Mais si tu dis ah non, j'ai quelque chose de prévu, mais on peut se voir à tel autre moment à place, ben tu respectes plus ton temps avec toi-même. Puis maintenant, des fois, je dis ah, j'ai quelque chose de prévu. Puis des fois, j'ai le courage de dire j'ai un rendez-vous avec moi-même. J'ai un rendez-vous avec moi-même. Puis c'est tough à dire. Moi, tout, c'était exactement ça. Je regardais mon agenda complètement vide. Puis là, je peux pas dire non à quelqu'un quand il n'y a rien dans mon agenda. Il y a des memes sur Internet de ça, là, des bonhommes qui sont comme no, I can come to your party because I need to sit alone, doing nothing by myself at home. Puis là, t'es comme that's me. Ben oui, puis tout le monde, je pense que tout le monde a de la difficulté avec ça. Mais au lieu de planifier des trucs, puis après ça, d'y aller à reculons ou de te choquer, de canceller, ça, c'est pas génial pour ton intégrité avec l'autre personne. Ben, c'est mieux d'être honnête ou d'avoir le courage de dire je peux pas cette soirée-là. Ouais, c'est bien. Fait que si puis les choses auxquelles tu veux plus dire oui, fait que c'est du temps avec toi. Y a-t-il d'autres choses que tu t'es dit OK, ça je le valorise pas assez, puis maintenant que je suis de retour à Montréal, comme je veux que ça ait une place importante? C'est sûr que je veux mettre une priorité sur l'activité physique parce que je vois maintenant tellement la différence dans mon humeur puis dans mon bien-être quand je bouge. Fait que c'est sûr que je veux mettre une priorité là-dessus. Mais sinon, je passais déjà du temps de qualité avec mes amis, ma famille avant. Fait que je veux continuer de faire ça. Est-ce qu'il y a eu un méga clash, tu sais, entre le marcher tous les jours, ou presque, pendant 6 mois de temps, puis tu reviens à Montréal? Est-ce que ça a été un choc physique ou tu t'es obligé, tu savais que ça pouvait être un choc, fait que tu t'es obligé à marcher quand même beaucoup chaque jour? J'ai pas marché beaucoup. Ça n'a pas été un immense clash. OK. Je veux dire, j'ai des raideurs dans les jambes quand je me lève le matin, mais ça n'a pas été un immense clash, moins que ce à quoi je m'attendais. OK. Mais là, je pense à une autre chose que je veux prioriser, c'est, tu sais, quand on se dit « Ah, fuck it, je le ferai plus tard », ben, j'essaie toujours de me rappeler que quand tu dis ça, tu dis, je dirais ça sans... Quand tu dis « Ah, fuck it », c'est un peu comme si tu disais « fuck you » à toi-même. OK. Puis c'est toutes ces petites décisions-là. Là. Mettons que tu avais décidé que tu allais aller voir ton ami en marche. Ça allait te prendre 1 heure de marche. Puis là, tu te dis « Ah, je suis bien dans mon divan, fuck it, je vais y aller en métro. Tant pis, c'est pas grave. » Mais ça, c'est comme si tu disais « fuck you » à toi-même. Fait que c'est toutes ces micro-décisions-là que je veux faire attention à cette petite voix-là puis faire comme non, ça va nous faire du bien, gang, d'y aller en marche. D'honorer ton engagement envers toi-même. Ouais. Ah, je suis tellement d'accord. Parce que le nombre de fois que je me suis dit, je vais aller au gym, puis là, j'y vais pas. Puis il y a quelque chose qui fait mal, genre. Tu sais, c'est un petit geste, mais de répéter après fois, de t'engager envers toi-même puis de pas respecter ça, ça a des conséquences aussi, genre. Mais il faut faire attention non plus de pas se tomber sur la tête quand on respecte. Parce que là, sinon, ça devient dans un cycle négatif, là. Fait que j'essaie d'être gentille avec moi-même, mais aussi de respecter mes engagements que je prends. C'est difficile, mettons, pour moi de me lever tôt le matin. OK. Je le fais pas tout le temps. Ouais, c'est ça. Mais t'essaies de te lever plus tôt pareil? Tu fixé un objectif de te lever plus tôt dans la vie? Pas plus tôt qu'avant, parce que je suis pas une personne de matin puis je le serai jamais. Mais j'aimerais ça que si je décide que je me lève à 8, ben que je me lève à 8. OK, je comprends. Je comprends. Mais je pense que je ne vais jamais embarquer dans les routines matinales. Là, on se lève à 5. L'avenir appartient à ceux qui se lèvent. Ouais, c'est ça. Ouais. Non, je comprends. Moi, tout, j'essaye. C'est contre ma nature. Ouais. Si je suis mon rythme naturel, je pense que je me réveille entre 6h30 et 7h30. Comme sans alarme, là. Fait que c'est quand même assez constant. Ah, wow! Mais c'est ton rythme naturel. Exactement. Si je me mets à me comparer, mettons, à toi, Pour moi, il n'y a pas de meilleur horaire que toi. Mais moi, tout dans ma tête, je me dis, je pense que ceux qui réussissent se lèvent sûrement à 5h30. Là, je me dis, à 6h. Je te laisse pas me lever à 6h. Là. Non, mais lève-toi à 3h. C'est ça. Ça va être fait. Mais intéressant. Puis, quelle place a la marche maintenant? Est-ce que tu t'es dit, faut que ça reste dans ma vie pour toujours? Est-ce que
fixes des objectifs de temps de marche que tu veux? Non, il n'y a pas une place immense parce que pour moi, la marche sans objectif final, c'est pas aussi significatif. Mais bon, ça reste que ça clarifie l'esprit de prendre le temps de marcher. C'est un bon moment pour écouter des podcasts. Puis, je veux dire, tu te mets à marcher là, après 5-10 minutes, tu te sens bien. Là. Puis ça t'aide à faire de l'ordre dans ta tête. C'est à ça que ça va me servir, mais j'ai pas d'objectif spécifique. Tu sais. C'est bien. J'aime ça comment t'es overall assez zen. Ouais. Par rapport à ton expérience, par rapport à ton retour. Il y a une certaine harmonie dans ce que tu as vécu, qu'il n'y a pas de méga drame. Mais là, tu me pognes sur une bonne journée. Ah, OK. Mais tu sais, il y a des journées... mais je te dirais que 75% du temps, je suis sur une bonne journée, mais il y a des journées où je suis un peu plus déprimée, c'est sûr, puis que genre, je pense à mes souvenirs, puis ça me manque, puis les gens me manquent. Puis... T'es plus à fleur de peau. Ouais, c'est ça. Okay. Puis j'ai comme un nuage de tristesse au-dessus de ma tête, mais ça m'empêche de rien faire. Tu sais, c'est juste une tristesse qu'il faut que tu acceptes, là. Ça t'empêche pas de fonctionner. Non, c'est ça. Fait que j'imagine que si on t'avait eu, c'est ça. Selon les journées, selon ton humeur, ce que tu expliques de ton expérience va être différent. J'imagine que selon ton humeur, il y a certains moments qui vont émerger plus que d'autres. Ben oui, puis des fois, j'ai une drôle de culpabilité de quelqu'un me pose une question, puis j'en parle pas de la bonne façon. Tu sais, je parle de la trail pas de la bonne façon. Après, c'est comme si je me sentais coupable de ne pas l'avoir honoré, comme si c'était une personne, puis j'en avais parlé négativement. Donc, t'as pas traduit l'essence, ouais, la que beauté, j'ai pas, ou exact, que j'ai pas réussi à traduire l'essence. Ça me déprime toujours un peu parce que ça a tellement été important pour moi, puis des fois, j'en parle de façon comme... Ben oui, je suis allée dans le sud, puis je suis revenue, tu sais. Puis là, dans ce temps-là, je m'en veux, puis je me sens coupable, puis tout ça, mais en tout cas, là, je veux dire, ça dépend aussi des questions des gens. C'est plus facile. Si les questions sont bonnes, c'est plus, en tout cas. Oui, il y a une façon. Parce que moi, tout, j'étais un peu nerveuse. J'étais là, qu'est-ce que je vais lui demander? J'étais là, je vais pas poser des questions insipides, je vais pas poser des questions que tout le monde lui pose, puis que c'est tannant de juste répéter les mêmes choses. On dirait qu'il y a des grandes expériences dans la vie que les gens autour de nous vont vivre, puis on n'a pas de mots, genre, parce qu'on se dit comme on parle de ça vu qu'on l'a pas vécu. Finalement, on en a jasé, puis je pense que ça s'est bien... Ben oui, tu m'as fait sortir des réflexions que j'avais pas eues depuis que je suis revenue. Fait que c'est le fun. Puis je pense plus le temps passe, c'est ça, tu as réalisé des choses sur la trail, mais maintenant que tu es de retour à Montréal, je pense que tu es encore dans un processus de réalisation. C'est à tous les jours, je pense, puis je réalise des trucs, même ce matin. Là. Où je lis, tu sais, je lis des livres sur les buts, sur le changement. Là, je vois une phrase, puis oh, oui! Ça, j'en ai eu plein des moments comme ça depuis que je suis revenue. Là. Est-ce que tu as fait un signe que tu notes? Est-ce que c'est parce que tu as un journal puis non, je souligne, c'est un signe souligné dans un livre. Voyons, c'était pas clair. Puis est-ce qu'il y a le dessin des notes aussi? Prendre des notes. Est-ce que tu t'es mis à dessiner? Un peu. Pas assez à mon goût, là, mais un peu, oui. Est-ce que... parce que je sais que la communauté de la PCT, tu l'as construite avant de partir, puis que tu as aussi une envie de redonner. Est-ce que tu as des projets futurs encore en lien avec la trail, ou tu sens déjà qu'il y a une autre aventure qui t'attend? Tous mes projets en ce moment sont inspirés par ce que je viens de faire. J'étais obsédée avant, puis je pense que je vais continuer de l'être. J'aimerais ça faire un livre pour les gens qui ont terminé, puis qui ont ce sentiment-là de sable qui te coule entre les mains, tu sais. De pouvoir mettre toutes ces émotions-là puis ces moments-là dans un livre d'une certaine façon. Je travaille là-dessus. J'aimerais ça faire un livre de préparation mentale parce que moi, c'est ça que je recherchais avant de partir. Puis il y en a un qui existe, c'est un guide émotionnel que ça s'appelle, qui s'appelle Emotional Guide, Pacific Crest Trials. Okay. Ça, c'est le seul livre qui existe de préparation mentale. Puis il est très bon, là. Je l'ai lu 2 fois avant de partir, mais je vois d'autres aspects qui n'ont pas été explorés que j'aimerais explorer. Puis moi, c'est vraiment l'idée
comment ne pas abandonner qui m'intéresse. Fait que j'aimerais ça créer du contenu pour les gens qui veulent faire n'importe quel gros projet sur comment rester fidèle à soi-même et à son engagement. C'est à suivre. Ah, mais on s'en reparle. Ça, on dirait que j'ai pas vécu la PCT, mais cette idée-là de... Il y a tellement de parallèles à faire avec la vie réelle. Là. Puis le Messy Middle, je sais pas si c'était... Je pense que c'est le fondateur de Behance qui a eu un talk sur le Messy Middle. Je comprends tout de suite ça veut dire quoi. Puis il voulait parler de cette... Justement, tu sais, de qu'est-ce qui se passe en dehors des moments glorieux. Tu sais, le 5 que tu as accompli. Quand c'est absolument pas où tu vas. Le 4e mois, là. Quand tu sais absolument pas où tu t'en vas, où tu es, puis t'es comme... Puis que ce que tu crées n'a pas de bon sens. Puis c'était vraiment un beau talk où il est retourné dans ses photos de ce moment-là. Puis il a montré toutes sortes de photos de ces moments-là qui ont l'air insipides. Hey, c'est cool, je me rappelle plus exactement, mais mettons, ça c'est quand en équipe on a mangé de la pizza parce qu'il était arrivé ça, puis on était fatigué, puis ça c'était non. Tu sais, de tous ces moments-là, puis j'avais trouvé ça vraiment, vraiment intéressant. Au lieu de parler, parce qu'il y a des gens qui sont spécialisés dans montrer juste comme ce qui est beau, puis ce qui est glorieux, genre le fantastique, puis comme se surpasser. Je pense que ça prend ça parce que ça peut driver, mais ça demande aussi de justement faire la paix ou connecter avec les moments purs et durs d'action, puis de juste mettre la main à la porte. Ouais. Comme... C'est qui a fait cette talk-là? Je crois que c'est un des cofondateurs de Behance. Okay. Mais je vais retrouver la référence, je la mettrai dans les notes du podcast. On s'en parlait, puis ça a commencé à me fasciner, moi, ça, tout ce qui est behind the scenes, ou de comprendre comme depuis que je suis ado, là, j'aime les revues à potins, mais on dirait que ce qui m'intéresse, c'est de comprendre la vie derrière ce voile-là qu'on est capable de créer en ligne, par une œuvre, mais de dire c'est quoi tout le travail qu'il y a derrière, qu'est-ce que ça implique, puis qu'est-ce qu'on voit pas de tout ça, là. Fait que ça m'intéresse. Tu sais, je me rends compte, tu sais, je pourrais être une audience de ce que tu vas créer. Mais c'est beau que... Public cible. Ouais. Check, marketing, début de ton étude de marché. Mais c'est beau que j'ai l'impression qu'il y a des gens qui ont fait de la PCT qui vont redonner de plein de façons. Tu sais, il y en a, j'imagine. Tu as besoin de ça, je pense, après... de redonner d'une certaine façon. Ça fait partie de la thérapie, là. On arrive à la fin, mais on pourrait peut-être terminer là-dessus sur... Parmi les gens que toi, tu as rencontrés, comme, je sais pas comment, s'ils ont un nom, mais tu sais, comme des anges sur ta route qui vous ont apporté du soutien puis qui étaient là délibérément pour vous aider ou comme vous offrir du confort. Tu sais, est-ce qu'il y en a qui, tu sais, quoi, de la bouffe, des abris, vous réchauffez? Est-ce que il y en a qui t'ont marqué? Oui, je peux terminer avec une anecdote. C'est un des meilleurs moments, en fait. Un des moments de grande générosité, c'est qu'on était en Oregon, à la fin de l'Oregon. Il y a un hôtel qui s'appelle le Timberline Lodge, puis c'est là que le Shining a été tourné. Okay. C'est un super bel hôtel historique en bois massif, au milieu de nulle part. Qui est sur la trail. Fait que nous autres, on avait prévu s'arrêter là pour un après-midi, dîner là-bas avec un buffet super fancy, relaxer un peu dans le lobby pendant l'après-midi, puis repartir vers 4 heures de l'après-midi. Fait que là, on est assis dans le lobby, tu sais, comme ça, à moitié endormi. Puis il y avait un petit écriteau qui disait l'étiquette, c'est de ne pas s'étendre et ne pas faire de sieste dans le lobby parce qu'ils sont habitués. Tu sais, la clientèle, c'est la moitié des randonneurs tout sales, puis l'autre moitié des gens aisés. En tout cas. Fait qu'on était là en train d'organiser notre nourriture pour les prochains jours. Puis il y a un couple super fin qui sont venus nous voir, qui ont jasé avec nous, puis tout ça, qui nous ont pris en photo. Puis ils sont partis. Puis là, j'ai dit à Anna, avec qui j'étais, « Oh wow, tellement des belles personnes, tellement fins. » Puis ils sont revenus comme 5 minutes plus tard, puis ils ont dit, « Hey, les filles, pas de pression, là, mais on vient d'aller porter notre fille à l'université. On est un peu triste, puis on aimerait vraiment vous faire plaisir, puis vous payer une chambre à l'hôtel pour ce soir. Vous avez même pas besoin de nous dire votre nom. »
Fait que on a dit oui, puis c'était une surprise. Wow. On a eu une magnifique chambre dans cet hôtel-là qu'on n'aurait jamais pu se payer nous-mêmes. On est allé prendre un verre pour les remercier ce soir-là, puis c'était 2 super belles personnes qui voulaient juste redonner. Ouais. Puis c'est ça, le lendemain matin, on est parti super tôt, puis on aura écrit une lettre, puis on l'a laissé à la réception. Puis là, on est resté en contact. On leur a envoyé une carte postale à la fin de la trail pour leur dire merci. Puis ils ont répondu si jamais vous venez dans notre coin. Mais c'est ça. Ce genre de personnes-là, ça te donne le goût de redonner parce que tu comprends la joie que ça peut créer. Puis tu sais, je dis eux, mais il y a eu plein de moments comme ça, là, plein de trail angels qu'on appelle, là, qui sortent de leur confort pour t'aider sans rien attendre en retour. Sauf un sentiment de bien-être. Ça va être toi bientôt, tu vas être un Trail Angels. Ben un jour, j'espère. Ben, c'est sûr que... si tu crées des outils ou comme ça va... Tes œuvres vont aider les personnes à... rendre service aux gens qui... Ouais. Mais c'est sûr que pour le restant de ma vie, je vais me rappeler la date que j'ai commencé à marcher, puis qu'à chaque saison, je vais suivre qu'est-ce qui se passe sur la trail, puis que c'est comme, un gros sentiment d'attachement envers la trail, puis tous les gens qui le font, là, de penser à eux. C'est comme si c'était un lien émotif maintenant avec une autre partie du monde. Là. Ouais. Ben, une communauté, une autre partie du monde aussi, c'est sûr que je vais y retourner, tu sais, que... Ouais. Puis les gens qui veulent te suivre... si tu continues de publier des illustrations de ton expérience ou qui veulent voir comment tes projets évoluent. Sur Instagram, là, c'est la meilleure façon. C'est Marie Draws, barre en bas de PCT. Comme Marie dessine. Ouais, comme Marie dessine, barre en bas, la PCT. On va le mettre dans les notes. Puis c'est en anglais parce que la communauté est surtout anglophone. Mais on peut t'écrire en français. Les gens qui veulent prendre contact avec toi, ça peut... Oui, Marie-Pierre Tremblay. Merci pour Merci beaucoup. C'était vraiment le fun. Merci d'être avec nous. Moi, c'est Vincent. Je suis normalement derrière la caméra. Si vous voulez faire partie du mouvement et apprendre avec nous comment améliorer le quotidien, venez nous rejoindre dans le Club Renard. C'est la meilleure façon de contribuer à la mission de Renard, puis vous allez avoir accès à plein de contenus bonus. Venez nous rejoindre au renard.ca/club. À bientôt!